Bonjour, je suis Madame Hiled, professeure universitaire, enseignant-chercheur en psychosociologie. Alors aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vous présente des éléments qui vont vous guider dans votre projet de fin d'études en vous donnant les étapes essentielles d'une recherche scientifique. Alors, toute recherche scientifique a des niveaux de complexité en corrélation avec le niveau d'études, licence, master ou doctorat, mais obéit à une même démarche scientifique que l'on peut résumer par le graphique que vous voyez. Sur ce graphique, nommé les étapes de la recherche, d'abord, il s'agit de... Ensuite, on construit la problématique, ensuite le choix méthodologique, le travail d'enquête, la construction du plan et enfin la rédaction. Donc je reviendrai sur ces points, mais vous voyez déjà des traits en pointillés qui sont à droite du schéma, qui signifient qu'on peut revenir en arrière toutes les fois qu'il sera nécessaire pour reformuler ou modifier les choix faits antérieurement, s'il s'avère qu'ils ont été mal formulés ou dont la faisabilité, par exemple technique, matérielle, financière, est contraignante, voire très limitée. Commençons donc par la détermination d'un sujet. Comment choisir un sujet de mémoire? Alors soyez rassurés à ce niveau. Il est vrai que ce n'est pas facile de choisir un sujet de mémoire. Le temps presse, il faut répondre vite à la question sur quoi je vais travailler. Alors, plusieurs critères sont à prendre en considération et peuvent vous aider dans le choix de votre sujet. D'abord, il faut aller, je vous propose d'aller plutôt vers un sujet qui vous plaît. C'est-à-dire, je me dis, le sujet que je vais prendre, est-ce qu'il me plaît? Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que je vais être à l'aise dans mes recherches? Est-ce que je peux travailler facilement? Donc, à travers les années d'études que vous avez eues en licence et peut-être avant, vous avez remarqué certainement qu'il y a des matières où vous êtes davantage à l'aise que d'autres. Donc, n'allez pas vers des sujets, par exemple, qui vont devoir mobiliser des ressources très difficiles et qui va peut-être vous... Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas le faire, vous pourrez certainement le faire, mais vous aurez des difficultés, peut-être pas beaucoup de motivation. Voilà, donc un sujet qui me plaît, ça veut dire, par exemple, je veux travailler plus tard dans une fiduciaire, je veux travailler sur un sujet ayant une relation avec la comptabilité ou les finances. Pour, par exemple, le jour d'un recrutement, le jour d'un entretien d'embauche, vous aurez le loisir de parler de votre mémoire à votre futur employeur. Donc, si vous avez été à l'aise dans ce sujet-là, vous allez pouvoir en parler beaucoup plus facilement qu'un autre sujet. C'est-à-dire en fait qu'un sujet qui vous plaît, il va vous mettre vous-même en valeur parce qu'il sera intéressant et original. Et il va certainement répondre à un besoin. C'est-à-dire que quand le sujet répond à un besoin, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'utilité scientifique ou sociale. Je vous donne un exemple donc pour comprendre. Par exemple, j'ai déjà fait un stage dans une chambre de commerce et d'industrie et je me suis rendu compte que c'est là que je voudrais travailler. Donc, je peux m'orienter vers un sujet qui traitera de l'auto-emploi. C'est un sujet encore à explorer au Maroc aujourd'hui parce que nouveau, parce que les départements concernés cherchent à encourager les jeunes à l'auto-emploi. Donc, si vous vous présentez lors d'un entretien d'embauche avec un sujet qui intéresse cette institution, vous aurez de fortes chances d'être employé, mais encore faut-il que le sujet vous plaise. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes à l'aise dans tous les sujets, si vous voulez, qui nécessaires à orienter des personnes vers l'auto-emploi. Ensuite, donc, il faut veiller à ce qu'un sujet soit faisable. Alors, ne confondez pas faisable avec facile.
Faisable, ça veut dire que je n'aurai pas de grandes difficultés à mener ma recherche jusqu'à la fin. Donc, pas ou peu de problèmes. Quels problèmes, par exemple, je peux envisager? Des problèmes d'argent. Je ne sais pas, est-ce que, par exemple, vous devez vous déplacer vers une autre ville, vous devez payer les transports, peut-être payer un hôtel, etc. Vous n'avez pas de problème de recueil de données, c'est-à-dire que les données sont assez faciles à recueillir. Par exemple, les personnes qui vont vous renseigner, vous pouvez les aborder facilement. Ils ont un peu de temps à vous consacrer. D'autre part, il faut aussi évaluer le temps que va demander votre recherche, parce que d'une recherche à l'autre, bien sûr, le temps de travail n'est pas le même. Donc, si vous optez pour une recherche qui demande énormément de temps, peut-être n'aurez pas vous le temps justement de terminer à temps votre travail. Ensuite, donc, il faut veiller à ce que votre sujet, le sujet sur lequel vous pouvez travailler, sur ce sujet-là, vous pouvez trouver beaucoup de littérature, donc des références disponibles et accessibles. Ça peut être, par exemple, si par exemple le cas, c'est pas le cas, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de références disponibles, comme c'est le cas par exemple au Maroc sur l'auto-emploi, il n'y a pas beaucoup encore de références disponibles, vous pouvez travailler sur un sujet exploratoire, donc c'est une recherche exploratoire, c'est-à-dire, donc c'est vous qui devez rassembler des informations tout seul. Et puis, on peut aussi penser à un sujet qui va vous projeter sur l'année d'après vers un master. Donc, suivant le master vers lequel vous voulez aller, si vous vous projetez vers un master en qualité, c'est pas la même chose que vous projeter vers un master en ressources humaines. Donc, il faudrait là aussi vraiment réfléchir sur ce que vous voulez faire plus tard. Et à mon sens, c'est la même réflexion que nous faisons quand nous travaillons sur l'employabilité. Alors, je vous donne des exemples de sujets comme ça en vrac. Par exemple, la formation des ressources humaines dans une organisation, l'intelligence économique, le marketing territorial, le sport dans l'économie ou l'économie du sport. Alors, pour cela, on va se poser la question de la manière suivante. Qu'est-ce qu'on cherche à trouver ou à démontrer? Donc, j'ai un sujet, mais vers quoi je veux aller? C'est ça la construction de la problématique. Donc, nous sommes à la deuxième étape, par rapport au schéma que je vous ai présenté. Alors, comment je vais faire? Après avoir un sujet, comment construire la problématique? La problématique, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on va poser une question ou des questions de recherche qui permettent d'aborder scientifiquement le sujet. Alors, attention, avant de poser la problématique sous forme d'une question centrale, qui sera notre question de recherche, il faudra avoir suffisamment lu sur le sujet et se documenter auprès des personnes compétentes. Car il est absurde de faire une recherche sur un sujet dont on ignore presque tout. Vos réflexions qui vont suivre doivent être basées sur des lectures scientifiques et sur des travaux sur le sujet. En fait, vous n'allez pas refaire un travail qui a déjà été fait avant vous. C'est très intéressant de voir ce qu'un chercheur avant vous a trouvé, où il en est. Et donc vous, en fait, vous allez prolonger un petit peu le travail qu'il aura fait avant vous ou qu'ils auront fait avant vous. Alors, la problématique donc, nous permet de délimiter notre champ d'investigation. Parce que la recherche, c'est un champ illimité. Alors, pour ne pas se perdre justement dans cette recherche, par exemple, je me dis je vais travailler sur la qualité. Oui, mais quoi? Sur quoi? Qu'est-ce que je vais chercher? Quelle est ma question centrale? Si je veux travailler sur la qualité, je peux travailler toute ma vie sans avoir fini. Donc, en d'autres termes, la problématique va représenter l'écart qui existe entre ce que nous savons et ce que nous voudrions savoir sur un sujet donné. La lecture, la discussion avec l'encadrant ou les personnes compétentes nous aideront à identifier une problématique
avec un sujet avec les bons critères énoncés dans l'étape précédente. Alors, souvent il est difficile de trouver des réponses à notre manque de connaissance des choses par une simple et unique question, qui est la question centrale. Alors, on va être amené à décliner la question centrale en sous-questions de recherche ou des hypothèses. Généralement, alors les hypothèses ne doivent pas être très nombreuses. Alors, donc ces hypothèses auxquelles on va donner des réponses donc à la fin de notre recherche. Donc, plus elles seront nombreuses, plus ça sera compliqué de conclure à la fin. Je vous donne un exemple. Par exemple, un sujet, la formation des ressources humaines dans une organisation. Bon, ça c'est un sujet qui est très large. Mais qu'est-ce que je veux chercher par là? Quelle est ma question centrale? Donc après avoir lu quelques documents, je voudrais savoir quelles sont les retombées de la formation continue dans une organisation. Alors, ça aussi, c'est une question centrale qui est assez large. Les retombées sur quoi, comment, etc. Donc, je peux prévoir les sous-questions suivantes. Mais bien sûr, il n'y a pas que ces sous-questions-là. Chaque chercheur va déterminer les sous-questions qui l'intéressent. Par exemple, à quoi répondent les contenus des formations? Deuxième question ou sous-question, comment et par qui s'élabore le plan de formation? Troisième sous-question, quels sont les bénéfices des formations? C'est-à-dire, par exemple, je peux réfléchir sur le rapport effort-coût par rapport à la performance de l'entreprise. Une autre sous-question, qui dispense les formations? Est-ce qu'elles se font en interne, en cabinet extérieur, etc. Donc voilà, j'ai 4 sous-questions. Bon, je peux continuer à inventer toutes les sous-questions que je veux, mais je pense qu'avec 2, 3 ou 4 sous-questions, on peut entamer une recherche correcte. Alors, à ce niveau-là, normalement, on peut revenir en arrière pour reformuler le sujet. C'est-à-dire que si je vois que ma question centrale présente des lacunes ou ne correspond pas tout à fait au sujet, j'ai toujours le loisir de revenir et de changer mon sujet, l'adapter, le reformuler, etc. Alors, nous passons là à la troisième étape, c'est le choix méthodologique. Comment faire pour trouver les réponses à nos questions? Nous avons posé des questions. Alors, après avoir fait vos choix méthodologiques de sujet, de questions centrales, donc d'hypothèses éventuellement, et les avoir justifiées, il faut choisir l'orientation méthodologique de notre recherche. Alors, en sciences de gestion, généralement, 2 choix s'offrent à nous. La méthode inductive, ou ce qu'on appelle la méthode empirico-inductive, et la méthode déductive ou hypothético-déductive. Je vous dirai quelques mots sur ces méthodes, je pense que vous les connaissez déjà. Alors, ces méthodes ne sont pas à opposer entre elles. Alors, ni dire que l'une est meilleure que l'autre. Non, car on peut avoir une recherche qui peut aller d'une démarche inductive à une approche déductive ou réciproquement. Le contexte de la recherche et les choix méthodologiques vont nous faire basculer vers l'une ou vers l'autre. Alors, que sont ces méthodes? Alors, je vais commencer par la méthode inductive. Concernant cette méthode, on part d'un nombre limité d'observations, c'est-à-dire des faits concrets, et on cherche à affirmer une hypothèse ou une théorie. On dit aussi qu'on va du particulier au général. Cette démarche fait appel beaucoup plus à l'enquête, à l'observation, pour tirer des conclusions générales. Par exemple, les organisations qui font de la formation continue obtiennent les meilleures performances que celles qui n'en font pas. Voilà. Parce que, donc, j'ai observé les entreprises où il y avait de la formation, puis les entreprises où il n'y a pas de formation continue, et ensuite, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y a de meilleures performances à la fin.